Nous allons donc commencer par parler commerce, comme il était annoncé, et je vais donc donner la parole à Ethem Eldem de l'université de Boğaziçi à Istanbul, qui, dans sa jeunesse, mais qui n'est pas si lointaine, a fait sa thèse sur le commerce français dans l'Empire ottoman, qui par la suite a touché à bien d'autres sujets, en exploitant notamment les archives de la Banque ottomane, mais enfin ce n'est qu'un autre sujet parmi d'autres. Et je sais qu'il revient volontiers à ses premières amours, à ces questions d'histoire du commerce, et donc je suis heureux de lui donner la parole sur ce sujet. Je vous remercie, Gilles. C'est d'abord un grand plaisir et surtout un très grand honneur que d'être invité ici et de participer à cette journée sur l'histoire des relations franco-ottomanes. Ainsi que le disait Gilles il y a 2 secondes, effectivement, ce sont mes premières amours. Ça fait quand même plus de 20 ans que j'ai soutenu ma thèse, presque 30 ans que j'ai commencé à travailler dessus, donc une bonne décennie de travail. Donc c'est quelque chose qui commence à dater énormément, et c'est vrai que je me suis énormément recyclé depuis, puisque j'avais travaillé sur le commerce du Levant, à Constantinople en particulier, au XVIIIe siècle. Depuis, je me suis énormément recyclé dans le XIXe. J'ai donc évolué avec l'histoire, j'imagine. J'y resté très constantinopolitain, puisque je suis rarement sorti du cadre circonscrit d'Istanbul, capitale ottomane, et d'un contexte socio-économique qui se mariait assez bien avec ce que j'avais fait sur le XVIIIe siècle. Mais c'est vrai que les sujets que l'on ne touche pas, auxquels on n'a pas touché depuis 20 ans, commencent à se rouiller un peu, donc je crains un peu de ne plus être à la page pour ce qui est de cette présentation générale de l'histoire du commerce du Levant. Je suis gêné d'autre part de parler après mes 2 prédécesseurs, puisque leur papier était brillant d'abord, et deuxièmement parce que le commerce a toujours été, du moins jusqu'au XIXe siècle, en grande partie tributaire de la politique et de la diplomatie. Donc il est difficile de parler du commerce au XVIIe, au XVIIIe siècle, cette période que l'on connaît comme celle du rayonnement du commerce du Levant, du commerce français du Levant ou du commerce marseillais du Levant. Il est difficile de parler de cette période sans se reporter au contexte diplomatique et politique qui soutenait et qui se nourrissait en partie de ce commerce, ainsi que l'on l'a vu dans les présentations précédentes. Et par conséquent, j'ai un peu peur de reprendre certains thèmes qui ont déjà été évoqués, mais c'est un peu inévitable pour la bonne et simple raison, encore une fois, que le commerce ne s'explique pas sans la diplomatie et sans la politique. Enfin, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer la mémoire de gens qui ont travaillé énormément sur le commerce du Levant. Je pense à des gens comme Robert Paris, des gens comme Charles Carrière, Marcel Courdurier, Robert Mantran, mon directeur de thèse. C'est une occasion de se souvenir d'eux et de se souvenir de l'excellent travail qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, ça fera partie de ma présentation. Je pense qu'il faut s'interroger sur l'avenir de l'étude du commerce du Levant, puisque c'est un sujet qui est, semble-t-il, un peu tombé en désuétude, et je pense qu'il serait bon de s'interroger sur les raisons possibles de ce désintérêt. Je reprendrai comme thème principal de ma présentation le jeu de mots que Gilles Weinstein a fait au début de sa présentation, allusion, illusion. Le monde du commerce est un monde qui est certes assez loin des illusions en général, mais dans le cas du commerce du Levant, il y a certains thèmes qui me paraissent justement tenir un peu de l'illusion, du mythe ou parfois du vœu pieux. Et c'est par conséquent sur ces points-là que je voudrais essayer de mettre l'accent dans cette courte présentation
présentation, ce qui m'évitera un peu de faire une sorte d'historique du commerce et me permettra peut-être de me pencher sur certains points qui méritent peut-être une réflexion historiographique sur la manière dont nous concevons le commerce du Levant et sa relation à la perspective plus générale des relations franco-ottomanes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Première illusion, Gilles Weinstein en a déjà parlé, c'est cette fameuse capitulation de 1535-1536 qui n'a jamais été et qui pourtant a été rédigée. En tant qu'historien, tout en reconnaissant le risque qu'il y a de prendre pour une réalité quelque chose qui n'a jamais été ratifié, je reconnais quand même qu'il y a intérêt à reconnaître l'existence d'un texte, même inventé, puisqu'il appartient à une certaine mouvance, et même si les capitulations de 1536 n'ont jamais vu le jour, elles en disent quand même long sur des intentions et sur les modalités du commerce, ou du moins des relations telles qu'on les concevait au XVIe siècle. Et je crois qu'il y a un deuxième volet de cette illusion, une deuxième dimension de l'illusion capitulatoire, si je puis dire, qui est la notion même de la fonction des capitulations. Gilles Weinstein l'a dit en passant, mais c'est un point qui me paraît extrêmement important parce que l'ambiguïté et l'erreur subsistent toujours aujourd'hui, celle de l'amalgame entre le terme capitulation, le terme de capitulation militaire ou de soumission, et des capitulations. On a tendance à penser, et pour des raisons qui ne sont pas innocentes, que les capitulations sont une sorte de soumission des Ottomans à un désir occidental de dominer le commerce, et par conséquent on se trompe en fait sur l'origine du mot, puisque capitulation est un mot, comme le disait Gilles Weinstein, qui se rattache à capitulum, à chapitre, et qui ne fait que décrire de manière tout à fait neutre le format de ces documents qui étaient rédigés en chapitres, ce que plus tard on appellera des articles. Donc il n'y a rien de la connotation, si vous voulez, de domination que l'on a généralement tendance à associer à ces documents, est quelque chose qui a été très utilement réinventé après le XVIIIe siècle, à une époque où effectivement les traités de capitulation étaient devenus une sorte de soumission symbolique de l'Empire ottoman aux désirs et aux ambitions commerciales, économiques et diplomatiques des puissances occidentales. Donc, illusion sur le sens, si vous voulez, des capitulations, illusion aussi sur la teneur de ces capitulations. On a tendance à penser que les capitulations sont d'abord des traités et en plus des traités commerciaux. Or, si l'on se penche sur les premiers exemples que nous connaissons de ces documents, au XVIe siècle notamment, y compris les capitulations apportées de 1536, ce sont des documents qui n'ont rien de commercial. Le commerce y tient une place non négligeable parce qu'il s'agit essentiellement de déterminer le statut de non-nationaux en territoire ottoman, mais cela comprend aussi bien les pèlerins que les diplomates, que les ecclésiastiques, que les commerçants et que les voyageurs, tout simplement. Le problème des capitulations est tout simplement de devoir trouver un contexte légal, un statut légal, une sorte de ius gentium qui puisse être appliqué à des ressortissants des sujets d'un prince étranger et non musulman. Le problème étant que la charia ottomane, la charia islamique et son application ottomane a bien sûr des prévisions pour les musulmans. Pour les non-musulmans sujets du grand seigneur, les tributaires, ceux qu'on finira par appeler des rayas, mais qui sont en fait des zimmis, il y a toutes sortes de clauses qui permettent de définir le statut et l'intégration dans le système ottoman de ces gens qui dépendent directement du sultan. Le problème est de gérer l'identité de ceux qui n'ont pas ce genre de statut, qui ne peuvent ni être définis comme musulmans, ni comme non musulmans,
musulmans sujets du grand seigneur, ce sont en fait techniquement les Harbi, ceux qui appartiennent au Darul Harb, le pays ou le règne de la guerre, ceux qui en principe ne sont pas voulus, doivent être pourchassés, doivent être convertis, etc. Et on sait bien que la diplomatie ottomane, surtout avec ses débuts italianisants du XVe siècle, ressent très vite le besoin de normaliser ses relations avec ces populations occidentales ou ces représentants des populations sujettes occidentales, autrement que par le coup par coup que prévoit la loi coranique, puisque la loi coranique prévoit de pouvoir donner un laisser-passer, un aman à tout individu ou même à un groupe d'individus, mais ce n'est pas une gestion globale d'une nationalité, ce n'est pas quelque chose qui permet vraiment de traiter avec des princes étrangers, et par conséquent, ce que les Ottomans font, c'est d'essayer de transformer une clause individuelle en une clause générale où le prince serait en quelque sorte responsable du statut de ses sujets lorsqu'ils entrent en contact avec les populations ottomanes. Et par conséquent, ce n'est pas vraiment quelque chose qui traite du commerce, mais simplement du statut des étrangers dans l'Empire ottoman. Donc je pense que c'est une illusion, si vous voulez, importante et encore une fois révélatrice que de voir que la plupart, que l'historiographie en général a tendance à assimiler ces capitulations à des traités de commerce. Ce n'est que plus tard, une fois que le commerce du Levant se développe au point de requérir un droit commercial qui n'existe pas en terre ottomane, c'est là que les capitulations deviennent effectivement des traités de commerce ou des traités qui, en tout cas, régularisent la gestion du commerce. Et je pense qu'il est quand même important de souligner que 1740, les fameuses capitulations de 1740 cédées par la porte à Villeneuve à la suite de la paix de Belgrade, sont les derniers traités de capitulation. Ce sont les derniers traités pour la bonne et simple raison que le format avait dès lors atteint ce qui suffisait à la gestion du statut des étrangers en terre ottomane, et jusqu'en 1914, date de l'abrogation des capitulations, c'est le traité ou l'essence du traité de 1740 qui fera loi et qui suffira à donner aux étrangers en terre ottomane le statut d'exception qu'ils réclament pour la gestion aussi bien de leur commerce que de leur vie quotidienne et leur droit de propriété et leur extraterritorialité en quelque sorte. Il est aussi intéressant de noter que ces capitulations sont en général dans la tradition d'historiographie turque ont été appelées imtiyazat ejnebiyye, donc les privilèges étrangers. C'est ainsi, par exemple, que Halil İnalcık a défini les capitulations dans l'encyclopédie de l'islam. Or, c'est là un anachronisme qui dénote bien cette vision de la finalité ou de la fin de la carrière des capitulations, puisque imtiyazat ejnebiyye, c'est un terme qui est utilisé au XIXe siècle, et notamment en 1914 lorsqu'elles sont abolies. Lorsque les capitulations sont abolies. Avant cela, c'est les Ahidname Humayun, donc les lettres patentes impériales. Ce n'est pas vraiment un traité, mais c'est quelque chose qui est cédé aux ressortissants ou au sujet d'un prince afin de cerner et de définir leur statut dans un contexte ottoman. Le fait d'appeler ça des privilèges, quand on parle du XVIe siècle, c'est ne pas comprendre ou être obnubilé en quelque sorte par la situation qui se développe au XVIIIe siècle, celle d'une inversion des relations de pouvoir entre l'Occident et l'Empire ottoman, ainsi que Jérôme Poumared nous a expliqué en parlant justement de cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc je pense que là, il y a un problème historiographique qui est assez important. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a illusion sur le côté réciproque ou bilatéral de ce commerce du Levant.
les noms que j'ai évoqués au début de ma présentation, les grands spécialistes, ceux qui ont écrit énormément sur le commerce du Levant, sont tous français. Ce sont tous des historiens français, des historiens de la France, des historiens en fait de Marseille. Hein. Je veux dire que le commerce du Levant peut parfois être utilement rebaptisé commerce de Marseille sans vraiment porter atteinte à la nature de ce commerce. On sait à quel point, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, la ville de Marseille joue un rôle prépondérant central dans la gestion de ce commerce. On sait à quel point la Chambre de commerce de Marseille est le principal décideur de la politique commerciale de l'époque. On sait même que certains ambassadeurs sont en fait payés par la Chambre de commerce au XVIIe siècle. Donc il y a quand même un côté marseillais qu'il faut, je crois, souligner. Mais c'est surtout le côté français que je veux dire, le côté unilatéral français que je voudrais souligner. Il n'y a pas vraiment d'historien du commerce du Levant en Turquie. Je fais exception, d'abord je ne le suis même pas, mais si je me suis penché sur la question du commerce du Levant, c'est parce que je faisais ma thèse en France et à partir d'une documentation essentiellement française. Du côté turc, du côté des archives ottomanes, il est extrêmement difficile de se pencher sur une même problématique, de voir ce commerce de la même manière. Il y a en quelque sorte un déséquilibre entre la vision française et la vision ottomane du même phénomène, parce que le phénomène est extrêmement central dans l'historiographie de l'Ancien Régime français, alors qu'il est extrêmement marginal du point de vue de l'historiographie ottomane. Et par conséquent, il est non pas impossible, mais extrêmement difficile de sortir, de tirer des archives ottomanes des séries qui pourraient correspondre un peu à un répondant, à un parallèle, si vous voulez, à cette documentation extrêmement riche que l'on a du côté des archives de la Chambre de commerce de Marseille ou bien des archives du ministère des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay. Du côté français, effectivement, on a l'impression, l'illusion d'un commerce qui est extrêmement réglementé, qui est extrêmement bien défini et circonscrit, qui est statistiquement contrôlé et qui par conséquent se prête très facilement à une étude aussi bien quantitative que qualitative, et c'est ce que j'ai fait. Je suis en quelque sorte, en tant qu'historien turc, tombé dans le panneau de cette documentation par trop parfaite, mais si j'avais essayé, si j'avais eu l'idée de faire l'équivalent, d'essayer de retracer, si vous voulez, une narration parallèle ou réciproque de cette même histoire dans les archives ottomanes, j'aurais eu énormément de mal, parce que les archives ottomanes ne se penchent pas sur ce commerce de la même manière, d'abord parce que l'Empire ottoman n'a guère de vision mercantiliste qui permet de catégoriser et de classifier le commerce et ses produits de la même manière que les Français le font au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais surtout parce que cette idée d'un commerce international, d'un commerce entre deux pays, parce que c'est un peu comme ça que le commerce du Levant se lie du côté français, n'a pas vraiment de sens du côté ottoman. C'est-à-dire que si vous vous penchez sur les sources ottomanes, vous allez devoir découvrir des registres fiscaux essentiellement qui vont relever un commerce très important dans la plupart des ports de l'Empire, mais un commerce qui en quelque sorte regroupe aussi bien les arrivages en provenance de Marseille que du Caire, que de Sède ou de Sidon comme on l'appelle aujourd'hui, que de Salonique, que de Livourne. C'est quelque chose qui est tellement centré sur une vision impériale de l'approvisionnement de l'Empire et d'un commerce qui se définit à l'échelle du port et de la fiscalité du port, qu'il est impossible vraiment de reconstituer des séries qui auraient le même caractère, la même nature que les séries que nous avons du côté français. Troisième illusion, c'est un sujet riche en illusions. Troisième illusion, c'est cette prépondérance française qui a été évoquée par
par Jérôme Poumarède juste avant moi, et qui est tout à fait authentique lorsque l'on parle de la diplomatie, de la politique française, et on en a beaucoup d'exemples, notamment dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais elle est beaucoup plus difficile à soutenir lorsqu'il s'agit de parler du commerce. D'abord parce que, encore une fois, et je le souligne, je pense que c'est important de réaliser que dans un système d'Ancien Régime, le commerce n'est vraiment pas autonome au point de pouvoir faire l'objet d'une étude indépendante de la diplomatie et de la politique, et que par conséquent, il est tout à fait normal de voir que le commerce se conjugue un peu à la mode de l'atmosphère politique et diplomatique de l'époque, mais surtout, il faut se souvenir de deux choses, c'est que cette prépondérance française, qui est si typique ou si caractéristique du XVIIIe siècle, notamment de la période qui suit la folie de Ferriol, où il était difficile effectivement de commercer avec un ambassadeur fou qui mettait en péril la diplomatie et toute la politique française du Levant, mais à partir d'Andrézel, de Bonnac et bien sûr de Villeneuve, il y a effectivement une prépondérance française, statistiquement parlant, dans la gestion du commerce du Levant, du moins dans sa dimension occidentale, mais c'est une prépondérance qui est en grande partie illusoire, puisqu'elle est en grande partie due au retrait des Anglais. C'est-à-dire que les Anglais qui, au XVIIe siècle, dominaient le commerce du Levant, à la fin du XVIIe siècle, commencent à se retirer. Je vous citerai une statistique très simple. Au XVIIe siècle, vers la fin du XVIIe siècle, le commerce du Levant britannique, anglais, représentait à peu près 15% de l'activité commerciale du royaume anglais. 15%, c'est énorme, c'est une grosse proportion. Au XVIIIe siècle, dès la moitié, le milieu du XVIIIe siècle, cette proportion a baissé à environ 1 ou 2%. C'est vraiment une marginalisation, et c'est une marginalisation qui dénote quelque chose, un phénomène beaucoup plus important, c'est la globalisation du XVIIIe siècle, c'est le développement de l'empire colonial britannique, et par conséquent, le passage pour les Anglais à une échelle mondiale qui n'est pas encore à la hauteur de la politique ou qui n'est pas encore accessible à la France. Et les quelques tentatives que les Français feront dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ou pendant le XVIIIe siècle d'imiter, d'émuler l'exemple britannique seront en grande partie perdus du fait des résultats de la guerre de 7 ans. Donc la France est beaucoup plus faible en quelque sorte. Ce qui fait sa prépondérance, c'est un peu sa faiblesse, le fait qu'elle est encore plus ou moins circonscrite à un ancien monde, un monde qui est en train d'être marginalisé, car ce n'est pas simplement l'Empire ottoman, mais toute la Méditerranée qui est marginalisée au XVIIIe siècle, et par conséquent, les Français sont très présents dans l'Empire ottoman du fait du retrait des autres et du fait qu'il y a une politique consciente et un peu désespérée, disons, de la France de soutenir un commerce dans un domaine qui a été laissé en friche par d'autres rivaux commerciaux. C'est ce qui explique aussi que la prépondérance française en matière du commerce, toute relative qu'elle est, elle a une certaine réalité dans sa propre dimension, mais elle reste très relative en matière d'implantation commerciale et économique. Encore une fois, il faut savoir que si effectivement les Français passent d'un registre très marginal au XVIIe siècle à une véritable campagne commerciale et économique au XVIIIe siècle où ils essaient vraiment de pénétrer les marchés ottomans, il faut savoir aussi que cette pénétration, elle est d'abord extrêmement marginale, extrêmement ardue, et surtout que lorsqu'elle se fait vraiment, ou qu'elle
commence à se faire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est essentiellement grâce au soutien d'une diplomatie et d'une politique française, et non pas au mérite, en quelque sorte, des agents économiques, des agents industriels et commerciaux qui sont derrière ce commerce. C'est un peu une illusion que de penser qu'il y a une sorte d'intégration graduelle de l'Empire ottoman à une sorte de capitalisme occidental au XVIIIe siècle, dont la France serait l'agent principal. En fait, on voit dans la première moitié, ou disons dans le premier tiers du siècle, on voit une situation assez désespérée où le commerce français végète en grande partie, d'abord parce que c'est un commerce d'exception, c'est un commerce de luxe, c'est-à-dire que c'est un commerce qui a du mal à pénétrer des couches sociales de consommateurs qui pourraient vraiment permettre d'étendre la consommation de produits français au Levant. La plupart des produits qui sont commercialisés par le réseau commercial français sont des produits extrêmement chers. C'est notamment les fameux londrins premiers et seconds qui sont manufacturés, et ça c'est vraiment une conquête industrielle de l'âge de Louis XIV. C'est un haut fait, c'est une victoire à l'échelle de la compétition que cela représentait en Occident, puisque c'est quand même quelque chose qui s'oppose à la domination du XVIe et du XVIIe siècle par le broadcloth, les londrins d'origine, les textiles britanniques. Mais il faut savoir que du côté ottoman, c'est quelque chose qui ne concerne en fait que une très fine couche de consommateurs dans les centres urbains. Il n'y a que très peu de redistribution à travers le hinterland, et encore plus important, le commerce français, une fois qu'il est distribué par les grossistes français de Constantinople ou de Smyrne ou de Salonique ou des grandes échelles, est ensuite entièrement contrôlé par des marchands locaux, par des agents locaux, aussi bien par le biais de la caravane que par le biais de la vente au détail dans les centres urbains. Et par conséquent, les Français, il manque encore aux Français cet instrument extrêmement important pour la pénétration, qui est vraiment la distribution, le contrôle du marché local. Donc ils sont limités, si vous voulez, par la nature assez exceptionnelle de la marchandise qu'ils peuvent vendre, et ils sont limités aussi par la capacité qu'ils ont de vraiment pénétrer le marché, puisque le marché est encore dominé par les marchands locaux. J'en veux pour preuve toute la discussion et tout l'effort déployé par non seulement les commerçants, mais encore plus par l'ambassadeur à Constantinople, de créer ce qu'on appelle les arrangements des années 1720 et 1730, qui sont en fait des mesures assez draconiennes prises par les autorités, les députés de la nation et les consuls et l'ambassadeur, pour forcer les marchands, les négociants français à une discipline qui leur permettrait de faire face au boycott, au monopole et aux jeux de marché pratiqués par les marchands locaux. Parce que c'est là que l'on voit, je vous donnerai un exemple typique, chaque fois qu'un arrivage de Londrins est annoncé pour Constantinople, et les marchands locaux ont leurs agents aux Dardanelles afin de voir arriver les navires. Les drapiers de la ville cessent leurs achats et ils essayent d'affamer en quelque sorte les marchands locaux, les forcer à casser les prix, et c'est ce qu'ils font immédiatement, puisque les négociants ou leurs représentants à Constantinople, comme dans les autres villes, vivent avec des marges des marges de bénéfices qui sont minimes, et par conséquent la nécessité de liquider, de solder leur stock aussi vite que possible. Ils sont donc à la merci en quelque sorte de la population locale, des marchands locaux qui savent très bien s'organiser, corporation oblige, pour forcer leurs rivaux à se plier à leurs exigences. Et par conséquent, c'est en imitant en quelque sorte le corporatisme local que les Français vont tenter de s'arranger
s'arranger entre eux et par conséquent de répondre à cette agression locale par une sorte de défense de type tout à fait traditionnel. Mais comme je vous le disais, la politique et la diplomatie vont en grande partie résoudre le problème de la faiblesse économique et de la faiblesse commerciale ou de la marginalisation commerciale des Français, et c'est pourquoi les capitulations de 1740 sont tellement importantes. C'est-à-dire que 1740 permet enfin aux Français, par le biais de la diplomatie, par le biais de l'emprise qu'exerce la France sur l'Empire ottoman, sur la Porte, qui est désormais fort affaiblie militairement, diplomatiquement, politiquement sur la scène européenne, c'est cette emprise qui permet aux Occidentaux, et notamment aux Français les premiers, d'imposer à la Porte des clauses et des conditions qui sont insérées dans les capitulations de 1740, qui relève en fait d'un traité d'exception et un traité commercial où justement toutes les résistances locales sont une à une détruites par la décision, par la volonté de la Porte. Et par conséquent, dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, on voit les Français s'imposer sur le marché ottoman, aussi bien à Constantinople que dans les échelles du Levant, par le biais, à coups de firmans, à coups de bérats, à coups de décrets qui soutiennent en quelque sorte le droit politique qu'ils ont obtenu de soutenir leur commercialisation de leurs marchandises par une politique soutenue par la diplomatie française. Et c'est là que le revirement le plus important se joue, c'est là que l'Empire ottoman, la Porte, perd en quelque sorte sa légitimité auprès de certains groupes de la population locale, et notamment de ceux qui sont le plus visés par l'agressivité commerciale française, c'est-à-dire les élites commerciales non musulmanes. Ces marchands, ces négociants locaux qui sont en général non musulmans, qui sont en général juifs, grecs ou arméniens, qui jusque-là monopolisaient plus ou moins le commerce international dans sa redistribution à travers l'Empire, et qui tout d'un coup, alors qu'ils avaient jusque-là les moyens de s'opposer grâce à leur propre technique, leur propre politique à l'agression française, maintenant se retrouvent lâchés en quelque sorte par leur propre gouvernement, puisque les Français maintenant peuvent leur imposer leur volonté par le biais des capitulations. Ils se retrouvent donc dans une situation d'infériorité et pour laquelle le gouvernement ottoman est en partie responsable. Et c'est, je crois, là le début de quelque chose qui annonce déjà la couleur du XIXe siècle, c'est-à-dire la frustration et le début d'un divorce entre la communauté non musulmane de l'Empire ottoman, notamment les communautés non musulmanes qui appartiennent à cette élite commerçante qui, jusque-là, pouvaient compenser le manque de pouvoir politique qu'ils avaient par le pouvoir économique et par une intégration dans le système politique par le biais de la finance. Ces gens-là se retrouvent tout d'un coup dans une situation d'infériorité qu'ils doivent compenser par d'autres moyens. Et ces moyens, c'est la protection. Ces moyens, c'est le statut de protégé, c'est-à-dire que les non-musulmans vont s'intégrer dans le système qui leur fait du mal. Pour s'en défendre, ils vont profiter ou demander à profiter des clauses des capitulations qui leur permettent d'obtenir un statut de protection et d'extraterritorialité afin de s'intégrer au commerce du Levant de manière plus efficace, sans avoir à rivaliser avec les Français, et de se mettre à l'abri de ce qui les gênait le plus, c'est-à-dire l'arbitraire et la violence politique exercée par l'élite ottomane musulmane, surtout au XVIIIe siècle, en ces temps de difficultés économiques et financières, où plus d'un sarraf, plus d'un banquier arménien, plus d'un négociant grec se voit exproprié et se voit même détruit physiquement aussi bien que financièrement par les ambitions et par l'appétit fiscal de l'Empire. Et c'est
donc dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle que l'on voit se dessiner en quelque sorte une situation tout à fait différente, une situation où effectivement il y aura domination du marché local par l'Occident, peut-être plus par l'Angleterre qui revient en force après 1838 que par la France, mais par la France aussi, et par conséquent un revirement de la situation qui, je pense, mérite d'être souligné. Je conclus en disant que il est intéressant de voir que l'évolution des relations franco-ottomanes se lie en quelque sorte sur trois registres. On a un premier registre qui est diplomatique et politique, celui que nous avons vu au XVIe siècle, la tentative d'alliance, le désir, la nécessité de s'allier contre un ennemi puissant. De plus en plus, cela glisse vers le commercial, même si ce commercial reste très tributaire de la politique et de la diplomatie. Mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, le diplomatique reprend le dessus, mais pour la bonne et simple raison que le commercial sera en grande partie repris par les Anglais, la France va se pencher vers un autre aspect, c'est le culturel, et par conséquent la domination française au XIXe siècle, tout en restant bien sûr diplomatique, politique et jusqu'à un certain point économique, se liera surtout dans le domaine de la culture, de l'éducation et des beaux-arts, ce qui permet, je pense, de relier avec le sujet qui est celui de mon successeur. Merci. Merci beaucoup, Ethem. Vous avez vu ce que c'était qu'un vrai professionnel, n'est-ce pas? Merci de cet exposé très, très brillant et qui, je crois, illustre bien l'idée qu'un sujet aussi ancien, aussi traditionnel que le commerce du Levant peut être renouvelé, que la vision ancienne, pas assez relativiste, n'est-ce pas, pouvait être remise en cause. Et même avec un peu de provocation pour la vision ancienne et aussi pour des visions par rapport à des visions actuelles qui peuvent être exposées par certains de nos collègues.